Bonjour à toutes et tous. Toutes nos excuses pour ces petits soucis techniques que nous sommes efforcés de solutionner le plus rapidement possible. Donc, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent sur ce live Facebook afin d'assister à ce webinaire intitulé « Fiscalité du travail et financement de la sécurité sociale, la machine est-elle grippée ?» Alors, pour introduire ce webinaire, nous vous proposerons tout d'abord une courte présentation de la campagne « La voiture salaire nuit gravement à notre système de santé », campagne menée par le mouvement Présence et Action culturelle en soutien avec Solidaris. Nous donnerons ensuite la parole à Édouard Delruel, président de Solidaris. Bienvenue Édouard, et professeur de philosophie à l'Université de Liège, qui évoquera le système de financement de l'État social et plus particulièrement celui de la sécurité sociale. Ensuite, Christophe Quintard. Bienvenue Christophe, directeur du service d'études à la FGTB fédérale, qui abordera la question de la fiscalité du travail. D'où vient-on? Où en est-on? Et quels sont les enjeux pour demain au vu de ce qui se trouve dans l'accord du gouvernement fédéral? Voilà, je vais donc me permettre de vous présenter tout d'abord cette campagne. La voiture salaire nuit gravement à notre système de santé. C'est une campagne lancée à l'occasion des 75 ans de la sécurité sociale et des 50 ans du mouvement PAC et du chantier éco-socialiste que nous y avons lancé. Alors, on sait que le système des voitures salaires est particulièrement développé en Belgique. C'est une mesure très populaire qui est entrée dans la culture. Mais le principe de la voiture de société ou voiture salaire est emblématique véritablement des effets indésirables du capitalisme. Alors, tout d'abord, attention, on parle bien ici des voitures salaires, c'est-à-dire des voitures accordées comme un avantage salarial et pas des voitures de fonction qui sont nécessaires aux travailleurs et travailleuses pour effectuer leur mission. Ce système témoigne donc concrètement de cette interdépendance des menaces qui pèsent aujourd'hui sur nos sociétés, qu'elles soient écologiques, sociales, économiques, politiques et culturelles. Cette campagne montre bien le lien entre ces différents enjeux. Et dans ce contexte, l'arrêt de la voiture salaire est une évidence. Alors, eh bien, on peut identifier 4 sortes de dégâts que fait le système de la voiture salaire, notamment sur la sécurité, sur la solidarité, sur l'environnement et finalement sur nos représentations culturelles. Les dégâts sur la sécurité sociale, eh bien, on peut dire que ce système de la voiture salaire, c'est donc une augmentation salariale convertie en avantage en nature par la mise à disposition d'un véhicule pour ses déplacements professionnels et privés, souvent accompagnés d'une carte essence. Alors, il y a 3 effets négatifs que l'on peut pointer. Tout d'abord, l'employeur ou l'employeuse ne paye qu'une cotisation sociale patronale réduite, 4 fois moins que sur un salaire. En second, l'employé ou employé ne paye pas de cotisation sociale sur cette voiture qu'il ou elle reçoit. Et enfin, l'employé ou l'employé paye aux impôts simplement un montant moindre, sous-évalué par rapport au coût réel d'une voiture qu'il aurait lui-même ou elle-même payée et entretenue. On peut dire qu'il y a un manque à gagner de 3,5 milliards d'euros par an, la moitié pour l'ONSS et l'autre pour le budget de l'État. C'est donc très clairement inégalitaire, une source de financement intéressante pour financer notre système de sécurité sociale. Ensuite, la détérioration sur la solidarité, eh bien, on sait que les voitures salaires, au niveau des statistiques, profitent principalement aux revenus les plus élevés, blancs, masculins, puisque c'est un système très genré et 75% des hommes et seulement 25% des femmes bénéficient de cette voiture salaire et périurbain. Ce système diminue la progressivité de l'impôt pour les plus riches et ampute les revenus de la collectivité d'importantes ressources. Or, nous cotisons toutes et tous, et donc ces cotisations non payées par certains et certaines travailleurs et travailleuses, parmi les plus nantis, sont assumées par l'ensemble des travailleurs et travailleuses. Nous payons donc toutes et tous pour les voitures de quelques-uns. Enfin, en troisième lieu, les dégâts sur l'environnement. La voiture salaire a 3 effets négatifs que l'on peut pointer. Le premier, cette voiture salaire accroît considérablement la congestion automobile sur nos routes, puisqu'elle augmente énormément le nombre de voitures en circulation avec des achats non indispensables. En second, elle dégrade la qualité de l'air, puisqu'on augmente l'émission de dioxyde de carbone en participant au réchauffement du climat,
L'on sait que les voitures salaires sont des voitures assez lourdes et puissantes et donc très impactantes sur l'environnement, tant au niveau de leur fabrication qu'au niveau de leur utilisation. Et enfin, ce système freine le développement d'alternatives intéressantes à la promotion de la multimodalité des transports. Alors, cette carte essence que l'on reçoit généralement avec la voiture salaire, c'est un avantage financier important qui échappe encore une fois à l'impôt ou à la cotisation sociale. Et c'est une invitation à rouler plus que nécessaire puisque, selon la FEBIAC, les propriétaires de voitures salaires roulent 2 fois plus que ceux des propriétaires des voitures privées. Enfin, on peut parler d'un impact négatif sur nos représentations culturelles. La voiture salaire, c'est un symbole culturel, un symbole synonyme de réussite sociale et professionnelle. Et donc, cette voiture incarne un marqueur culturel assez illusoire et dangereux, puisqu'elle symbolise le définancement des comptes publics, l'aggravation des dégradations des écosystèmes et la vaine croyance en une vie plus intense et réussie lorsque l'on possède une voiture de société. Pour conclure, on peut dire que la voiture salaire, elle représente un système coûteux, injuste, polluant et inefficace. Alors, supprimer la voiture salaire, ce n'est pas la suppression d'un droit. Au contraire, c'est s'assurer que nos droits fondamentaux octroyés via la sécurité sociale et les services publics seront préservés pour toutes et tous et même déployés. C'est un changement de paradigme, une autre vision politique, économique et sociale de la société que le mouvement PAC a souhaité aujourd'hui mettre en débat dans l'espace public. Le mouvement PAC propose donc une transformation au cœur de la société qui pourrait s'opérer par paliers, globalement et graduellement. Avec une urgence, supprimer les cartes carburant, ce serait la mesure la plus facile à réaliser et c'est le système le plus nocif pour l'environnement. Ensuite, aligner la taxation des voitures de société sur la taxation des salaires. Et enfin, aligner le régime fiscal des voitures de société sur celui des voitures privées. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et je cède maintenant la parole à Édouard Delruel, président de Solidaris et professeur de philosophie à l'Université de Liège, qui va évoquer pour nous le système de financement de l'État social et plus particulièrement celui de la sécurité sociale. Avant de te céder la parole, Édouard, je précise à nos auditeurs et auditrices que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire des pages qui cross-postent ce webinaire. Ce sont donc les pages de pour.press, du réseau pour la justice fiscale et de Attaque Bruxelles, que nous remercions d'ailleurs toutes les trois. Notre équipe les relèvera et nous poserons ces questions à nos intervenants en fin de webinaire. Édouard, je te passe la parole. Voilà, merci beaucoup. Alors, tout de suite, je voudrais dire que je vais profiter ici de l'occasion pour faire un petit peu d'éducation permanente sur le financement de la sécurité sociale. Donc, je vais me centrer sur un des points qui ont été dits, c'est-à-dire les dégâts sur la sécurité sociale. Je vais laisser les questions d'environnement, culturelles autour de la voiture de société pour plus tard. Et je répondrai aussi aux questions qu'on pourrait se poser sur qu'est-ce que Solidaris comme employeur fait aujourd'hui. Hein. Donc, je le ferai en répondant à vos questions tout à l'heure, mais il n'y a pas question d'éluder la question. Voilà, financement de la sécurité sociale. On peut peut-être passer au slide suivant. Voilà, d'abord de rappeler des choses un peu évidentes, désolé, mais que la sécurité sociale, bon, c'est une institution de couverture universelle, des coûts dont on estime qu'elles ne doivent pas être prises en charge par le marché, mais par la collectivité. La maladie, l'incapacité de travail, retraite, chômage et puis les allocations familiales. Suivante, le slide suivant, s'il vous plaît, voilà. Et donc, je vais un petit peu parler et alors ce qu'on appelle, voilà, c'est très bien, on va rester sur ce slide-là. Donc, le financement de la sécurité sociale, hein, donc avec les trois grandes branches, on les voit ici. Alors, ce sont des chiffres de 2019 et donc 2020. Ils sont un petit peu différents aujourd'hui grâce au changement de gouvernement, heureusement. Les soins de santé, là, c'est 27 milliards, mais aujourd'hui, c'est 30 actuellement. Vous voyez les pensions, 46 milliards, le chômage, sans doute
plus aujourd'hui avec les mesures Covid, autour de 9-10 milliards. Donc voilà, ce sont les gros postes. Et la Sécu, c'est environ 102 milliards, peut-être un petit peu plus aujourd'hui. Je ne mets pas là-dedans tout ce qui a été transféré aux régions, notamment les allocations familiales, et je ne mets pas non plus là-dedans l'assistance sociale, c'est-à-dire les CPAS, qui relèvent d'un autre type de financement. Je les ai mis là en dessous. Et donc, le PowerPoint, il sera mis à votre disposition. Vous pouvez le demander. Et je pointe, parce que c'est quand même important, et j'ai oublié de parler de l'incapacité de travail qui est presque aussi importante que le chômage, mais je voudrais attirer l'attention sur les frais d'administration qui ne sont que en quelque sorte 2%, c'est-à-dire ce que coûtent les mutualités, les syndicats en tant qu'ils s'occupent du chômage, des allocations de chômage, etc. Et en fait, c'est beaucoup moins que si tout cela était fait par des entreprises privées, par des assurances privées, etc. Donc, les frais d'administration, quand vous donnez 100 pour la sécurité sociale, il n'y a que 2 euros, il n'y a que 2 qui vont pour les frais d'administration et pour tous les gens que vous rencontrez dans les mutualités, etc. Donc, c'est un système qui est efficace en quelque sorte du point de vue de la gestion de l'argent collectif. Le slide suivant, où on va voir. Est-ce que le slide, voilà, OK. Donc, peut-être ici montrer un petit focus sur l'assurance maladie, quels sont les gros postes, les revenus des médecins, des infirmières et de pharmaceutiques. Voilà, c'était simplement un petit focus là sur l'assurance maladie. Et donc, alors, la sécurité sociale. Donc, toujours rappeler aussi que le mode de financement fondamental de la sécurité sociale, ce sont les cotisations sociales. Au départ, c'était d'ailleurs à 100% le cas, les cotisations sociales. Et puis, petit à petit, eh bien, on a baissé la part des cotisations sociales et elles ont été remplacées par des financements alternatifs, par des subventions de l'État, la plupart du temps par de la TVA, c'est-à-dire l'impôt qui est le moins juste, comme on sait. Et donc, évidemment, nous, à Solidaris, comme à la LGTB et je suppose à PAC, nous sommes partisans d'un système de sécurité sociale financé par les cotisations sociales. C'est aussi un grand débat de savoir pourquoi pas par l'impôt, et éventuellement, plus certains qui voudraient carrément privatiser le système. Et nous tenons beaucoup à l'idée de la cotisation sociale. Pourquoi ? Parce que, suivant aussi, il faut toujours rappeler que la cotisation sociale, ce n'est pas une charge, c'est une partie du salaire, hein, c'est une partie indirecte du salaire. Nous recevons du salaire direct, du salaire poche pour nous permettre de vivre, et puis nous recevons un salaire indirect que nous activons lorsque nous en avons besoin, c'est-à-dire lorsque nous sommes malades, lorsque nous sommes au chômage, et évidemment les pensions. Et donc, quand on baisse les cotisations sociales, on baisse nos salaires. Il faut toujours le rappeler parce que les mots ont leur importance, et donc quand on a l'impression comme ça que c'est une charge sociale, non, c'est une partie du salaire, et quand certains partis veulent réduire les cotisations sociales, ça veut dire qu'ils veulent réduire nos salaires. C'est toujours très important de rappeler ça. Donc, vous avez les cotisations employeurs, c'est 25%, ça a été réduit par le gouvernement, avant c'était 32% par le gouvernement Michel, le gouvernement MR-NVA, et les cotisations des travailleurs de 13% du salaire brut. Voilà pour ce qui est du financement. On peut passer au suivant. Voilà, le slide suivant. Et donc, aussi rappeler que ce sont des masses extrêmement importantes puisque le budget de la sécurité sociale, qui est donc un budget distinct de l'État, hein, ce sont 2 budgets différents, ce budget de la sécurité sociale est presque aussi important que le budget de l'État lui-même. Et donc, lorsque certains partis disent qu'il faut réduire le train de vie de l'État, hein, alors tout de suite, on pense aux voitures des ministres, et il y a peut-être des choses à faire avec les voitures des ministres
qui sont aussi des sortes de voitures de société parfois, mais ce n'est évidemment que très très peu. Hein. Vous voyez, ce n'est que 0,2%. Hein. Quand certains partis disent qu'il faut réduire le train de vie de l'État, ça veut dire réduire la sécurité sociale ou les services publics, hein, qui font ici 27% de l'ensemble. Donc aussi, les mots ont leur importance lorsqu'on voit un tel graphique, et donc les enjeux qu'est le financement de la sécurité sociale. Alors maintenant, on va poursuivre, je vais passer là-dessus, ça c'est la tuyauterie, comment l'argent arrive et puis comment il est redistribué aux différentes entités, donc je vais passer là-dessus. On peut continuer la petite démonstration et je vais passer aussi là-dessus parce que ce sont les différentes architectures de l'État social et donc de toujours rappeler que cet État social, il fonctionne, donc que ce soit les services publics, la sécurité sociale ou le droit du travail, idéalement grâce à des politiques de régulation de l'économie, des politiques de redistribution, j'ai parlé des cotisations sociales, on pourrait parler de l'impôt progressif, et des politiques de concertation sociale. Et c'est évidemment tout ça, on continue à dérouler, c'est évidemment tout ça qui a été mis en place pendant les dernières décennies. Et il faut toujours rappeler, l'objectif, c'est de démarchandiser les choses qui sont essentielles. Hein. Et quand on regarde, eh bien, c'est finalement 40% du PIB qui est aujourd'hui dans les mains du public, soit de la sécurité sociale, soit de l'État. Et c'est bien la preuve qu'on pourrait faire mieux, hein, puisqu'il y a 40% du PIB qui est dans les mains de l'État ou des interlocuteurs sociaux. Si on additionne, les retraites, c'est 12% du PIB, la santé, 10%, l'éducation, 8%, aide sociale et autres services publics, chacun 5%. Voilà, donc on continue de montrer tout ça. Je vais maintenant accélérer, si vous voulez bien, voilà, donc on va continuer les slides. Donc je suis obligé de donner l'ordre, donc sinon j'irai plus loin, j'irai plus vite. Donc on va encore continuer. J'avais à partir d'ici. Alors en plus il y a des petites superpositions, mais ce n'est pas, c'est pas grave. Voilà, donc ce que je voudrais maintenant montrer, mais je pense que je ne vais pas le faire pour aller à l'essentiel, c'est de montrer comment la contre-révolution néolibérale a petit à petit effrité le système, démantelé le système, par donc c'est pas s'y attaquer directement, mais c'est de s'y attaquer en l'effritant petit à petit. Alors, ceci demanderait une démonstration, mais à la place des politiques de régulation, on fait des politiques de dérégulation, de financiarisation. Il faut toujours bien voir la véritable révolution fiscale en quoi a consisté le néolibéralisme en faveur des hauts revenus, en faveur des bénéfices des sociétés, et en augmentant, par exemple, à contrario, la taxe sur la consommation. Les partis de droite se disent qu'ils sont contre l'impôt, mais en fait, ils ont assez massivement augmenté les impôts indirects, c'est-à-dire les impôts les plus injustes qui pèsent sur les classes populaires, et évidemment d'essayer de casser la concertation sociale au maximum. Et en fait, on peut montrer dans les slides suivants que ce que le néolibéralisme a fait, c'est de s'attaquer en deux temps. Dans un premier temps, les années 1990 et 2000, la Sécu a été relativement préservée. Il y a eu des attaques, mais relativement préservées. On n'a pas trop attaqué chômage, santé et pension, mais par contre, dans un premier temps, on a privatisé massivement les services publics et on a dérégulé le droit du travail. À partir de la crise des subprimes et aujourd'hui en plus la crise de l'anthropocène et les questions climatiques, on voit une fuite en avant du néolibéralisme qui, pour continuer à préserver un système de profit, est obligé aujourd'hui de s'attaquer au cœur de l'État social, c'est-à-dire la sécurité sociale. Et on voit dans des pays comme la France et comme la Belgique, réforme autoritaire des pensions, démantèlement des soins de santé, dégressivité des allocations de chômage, tout ça, ce sont des mesures maintenant qui s'attaquent au cœur du système. Alors on va encore passer sur toute une série de slides. On va encore passer tout ça. Je vais essayer d'aller à l'essentiel et laisser la parole aussi. Alors voilà, donc maintenant,
on est sur les masses salariales non assujetties. Et donc, ici, on est au cœur du problème parce que c'est par toute une série de petites mesures. On va baisser les normes de croissance des soins de santé, alors qu'ils sont de 3%. Ben, le gouvernement précédent a dit ce sera 1,5%, sauf qu'ils augmentent quand même de 3%. Donc, résultat, ben, les gens doivent mettre de leur poche pour payer leur santé. Donc, c'est chaque fois des petits verrous qu'on fait sauter. Hein. Et alors, il y a toutes ces masses salariales non assujetties. C'est plus de 15 milliards d'euros par an. Il faudrait peut-être actualiser les chiffres qui datent d'il y a un an. Et on voit qu'on en a presque pour 1 milliard pour les voitures de société. Mais il faut aussi dire qu'on a pour 1,7 milliard d'actions ou de warrants qui pourtant ne profitent qu'à 4% des travailleurs. Et puis, il y a aussi toute la problématique des chèques repas qui est peut-être moins problématique que les voitures de société, mais qui est quand même problématique parce que c'est aussi de la masse salariale qui est non assujettie. Alors, si on fait le calcul, on peut estimer, on a dit 3,5 milliards tout à l'heure, ça dépend comment on compte, tout ça est un peu compliqué en termes de comptabilité, mais en tout cas, au minimum, 2,6 milliards par an directement de non-financement, de sous-financement de la sécurité sociale, ce qui est évidemment tout à fait essentiel. On va continuer et passer directement au thermomètre, si vous voyez dans les slides, voilà. Donc, parce qu'on a une actualité aujourd'hui. Aujourd'hui même, nous avons sorti notre dernier thermomètre Solidaris sur la façon dont les gens perçoivent la protection sociale et la solidarité collective. Et il y a 2-3 enseignements intéressants. Je voudrais terminer avec cela. Donc, lorsque on demande aux gens si ils sont protégés, on voit, enfin, s'ils adhèrent et s'ils se sentent protégés par la sécurité sociale, on voit qu'il y a une grande adhésion à ce système. Et les gens donc voient très bien que le système les protège, mais en même temps, ils sont extrêmement inquiets et ils ont le sentiment qu'ils vont être de moins en moins protégés. On va continuer. Donc voilà, c'est d'où je suis avec ma myopie, je vois à peine de quoi il s'agit. Et donc ça, c'est le slide, je pense, où on demande, je suis désolé, je vais un petit peu, qui demande est-ce que vous avez le sentiment que ces dernières années, les gouvernements ont réduit les dépenses sociales. Vous voyez, près de 80% des gens qui adhèrent, qui voient bien que c'est le cas. On va continuer. Voilà le slide suivant où on demande si les gens sont, on demande aux gens s'ils sont inquiets sur l'avenir de la sécurité sociale. Et à nouveau, il y a de fortes craintes sur la pérennisation du système. Vous voyez, plus de 70% des gens qui pensent que le système va se détériorer. On va continuer. Donc, ils sont assez pessimistes par rapport à ça. Est-ce qu'il faudra payer plus cher dans l'avenir? Est-ce qu'il faudra donner davantage de sa poche? Vous voyez que c'est en rouge, donc vous voyez que les chiffres sont extrêmement importants. Donc, les gens sont très, très inquiets. On continue, le slide suivant. Le système va protéger de moins en moins. Vous voyez, c'est toujours un petit peu la même chose. Le slide suivant. On va arriver au financement petit à petit. Donc voilà, est-ce que vous avez le sentiment que l'évasion fiscale contribue à défaire notre système de protection sociale? Vous voyez que les gens sont parfaitement conscients que une part du problème, et même une part importante du problème, vient du fait que le grand capital ne participe pas à la solidarité. On continue, le slide suivant. Voilà les facteurs qui érodent. À nouveau, je vais un petit peu me rapprocher. On dit un peu la même chose, c'est-à-dire que la sécurité sociale était asséchée par les mesures gouvernementales successives. On continue. Donc ici, oui, alors ça c'est un slide qui est aussi inquiétant dans l'autre sens. Lorsqu'on demande aux gens s'ils pensent qu'il y a beaucoup de gens qui abusent du système, les gens le pensent aussi. Hein. Donc, or on sait que la fraude sociale, c'est-à-dire les abus du CPS ou du chômage, sont très très minoritaires et sur des sommes qui sont
infiniment moins importante que la fraude sociale patronale ou l'évasion fiscale ou la fraude fiscale. Donc, mais ça, c'est une perception que les gens ont et j'ai voulu le mettre aussi pour montrer évidemment qu'il y avait aussi ce sentiment-là qui évidemment délégitime notre système. On va avancer, puis j'ai presque terminé. Alors, les aspirations, ici, on voit qu'il faut que l'État réinvestisse massivement pour la santé et pour la sécurité sociale. Vous voyez que les gens adhèrent à cela. Slide suivant qui va, je crois, montrer que les gens ne veulent pas d'une intervention ne veulent pas une intervention du privé, mais veulent garder des financements qui soient des financements plus justes en quelque sorte. Donc on va continuer aussi. Le slide. Voilà. Voilà, je pensais qu'il y en avait encore un dernier, mais enfin, on voit bien que les gens aspirent, à ce que la protection sociale soit préservée. Ils sont très inquiets, ils pensent que ce sera de moins en moins le cas, et ils sont parfaitement conscients, dans leur très grande majorité, qu'il y a un gros problème de financement globalement, un problème de financement, notamment parce que le capital ne participe pas suffisamment à ce financement. Et donc, ça nous indique quand même assez clairement à la fois l'attachement des gens à notre système d'État social et l'inquiétude qu'ils ont vis-à-vis de la pérennité du système. Et donc, c'est dans ce cadre-là que la question des voitures salaires se pose pour nous. Voilà, merci. Merci, Édouard. Merci. Donc, nous enchaînons maintenant avec Christophe Quintard, directeur du service d'études à la FGTB fédérale, qui va aborder pour nous la question de la fiscalité du travail. Même remarque que précédemment, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire des différentes pages qui cross-postent le webinaire. C'est à toi, Christophe. Merci. Donc, je vais essayer de vous parler de ce qu'est, selon nous, la fiscalité équitable. Comme pour Édouard, mon PowerPoint sera disponible sur le site. Quand je commence une formation, une discussion sur la fiscalité, je pose toujours deux questions. Qu'est-ce qu'un bon impôt et qu'est-ce qu'un haut salaire? Et si la réponse, un bon impôt, c'est celui qui paye le voisin et un haut salaire, c'est celui qui gagne 1 euro plus que moi, je dis toujours qu'on peut arrêter. Je vais essayer de vous convaincre du contraire, que l'importance, c'est de tout un chacun paye des impôts, contribue au financement de l'État social que l'on a actuellement. Et la crise actuelle montre l'importance d'avoir cette protection de l'État et de l'État social. Et aussi montrer l'importance d'avoir un haut salaire, un bon salaire, qui est un salaire individuel, mais aussi un salaire collectif, comme l'a dit Édouard auparavant. Donc, pour essayer de mettre un peu le cadre, on va voir un peu qui paye quoi et quelles sont les grandes masses budgétaires en Belgique, même si Édouard a déjà déblayé un peu le terrain. Il faut savoir que, suite effectivement à la réforme néolibérale des années 80, on voit que la part des revenus du travail diminue dans le PIB. Nous, au niveau syndical, notre base de référence est souvent l'année 1996 pour une loi qui encadre les salaires. On en reviendra à la fin. Et donc, on voit que depuis 1996 à 2014, vous montre ce slide, la part des salaires a diminué de 4%. Slide suivant. Cette érosion a continué, comme le montre ici. C'est des slides qui sont issus, il y en a beaucoup qui sont issus d'une lecture que je vous recommande, du baromètre de la FGTB. Tous les ans, nous sortons un baromètre socio-économique où on fait un peu une analyse autre, plus alternative, va-t-on dire, de la situation belge, la situation socio-économique belge. Et donc, tous les ans, on calcule l'évolution de cette part des salaires dans le PIB et on voit que malheureusement, elle s'érode au profit des revenus du capital. Pourtant, slide suivant, on voit que la part des recettes publiques venant du travail reste relativement stable et celle revenant des impôts sur le capital, elle est aussi relativement stable.
Le slide suivant montre, on va peut-être le passer, parce que c'est effectivement tous les chiffres. J'ai refait ça depuis 1996. Il y a une petite augmentation des impôts sur le capital, mais on voit aussi que le revenu sur le capital, en fait, en Belgique, c'est essentiellement des impôts qui pèsent sur la transition du capital, c'est-à-dire c'est les droits de succession, c'est les droits d'enregistrement, les droits de donation. C'est en fait toutes des choses que tout un chacun ne sait pas normalement éluder, parce que quand on achète une maison, effectivement, on paye des droits d'enregistrement. Donc en Belgique, comme l'a montré le Conseil supérieur des finances, l'impôt sur le capital pèse essentiellement sur la détention et la transmission de biens immobiliers et pas sur des revenus mobiliers tels que des plus-values. Là, on n'a absolument aucun impôt. Slide suivant. Il y a un petit bug. C'est un peu planté. Il me semblerait. Et quand il y a des impôts, si je peux meubler, quand il y a des impôts sur le capital, ah oui. Ah ben oui. Et quand il y a, oui, donc je peux meubler, quand il y a des impôts sur le capital, en plus, ils sont proportionnels et ils ne sont pas progressifs. Hein. Oui. Donc, en plus, ils n'ont pas de progressivité, alors que l'impôt sur le travail est lui, évidemment, progressif, ce qui est d'ailleurs une bonne chose, au demeurant. Ça fait partie, tu anticipes effectivement dans les solutions que l'on met. Il faut avoir d'abord, la pierre angulaire d'un bon système fiscal, c'est la connaissance de tous les revenus, ce qui n'est pas le cas en Belgique. Et effectivement, ensuite, c'est une globalisation des revenus. C'est une revendication que l'on a depuis la suppression de l'impôt sur les revenus et la globalisation des revenus, c'est-à-dire dans les années 80, effectivement, au début de l'attaque néolibérale en Belgique, où on a instauré le précompte mobilier libératoire, c'est-à-dire qu'on n'a plus l'obligation de reprendre les revenus issus du capital sur la déclaration fiscale. Et ça crée effectivement un gros problème, un gros biais. Je ne sais pas si je dois... Oh, là, ça bug complètement, non. Ou est-ce que je joue avec ma présentation papier? Ça sera peut-être... Voilà, petit souci technique que l'on s'efforce de résoudre au plus vite. Et donc, Christophe va continuer sa présentation avec ses slides. Voilà. Voilà. Je t'en prie, Christophe, vas-y. À l'ancienne. Donc, en Belgique, on vous a montré qu'il y a un gros problème, mais il y a aussi un gros problème, c'est la répartition des richesses. On voit que sur base d'études qui ont été faites la première fois en 2014 et la deuxième en 2017, on voit que les 10% les plus riches, et sur base d'enquête, on n'a pas de, comme je l'ai dit auparavant, on n'a pas un registre des richesses vraiment, mais sur base d'enquête, on voit que les 10% les plus riches ont environ 50% de la richesse, et si on prend le pourcent le plus riche en Belgique, ils détiennent près de 20%. Et quand on regarde les études entre 2014 et 2017, on voit que la situation s'est encore aggravée, on va dire. Donc voilà. Malgré tout, on voit que notre système, le système d'impôt, tel qu'il existe avec l'impôt des personnes physiques, lui est relativement progressif, comme l'a dit Édouard. Effectivement, il y a la progressivité du tarif d'impôt avec les tranches qui se succèdent. Malheureusement, cette progressivité est érodée. Chaque fois que l'on a une réforme fiscale, en fait, on supprime un certain nombre de tranches, donc qui fait qu'on érode aussi la progressivité de cet impôt. Malgré tout, cette progressivité fonctionne encore assez bien. Les statistiques fiscales montrent que ce qu'on appelle le décile, donc le dernier décile, la tranche, non, les 10% les plus riches, va-t-on dire, ou qui déclarent le plus,
payent 47% de l'impôt en Belgique. Donc, il y a une certaine progressivité malgré tout. Progressivité, comme on l'a dit auparavant, qui est minée parce que c'est effectivement 47% de l'impôt et c'est les 10% de revenus déclarés, repris sur la déclaration fiscale. Il y a malheureusement toute une série de revenus qui y échappent ou qui sont repris de façon forfaitaire, tels que les loyers, où on sait très bien que les locations privées sont sous-imposées parce qu'on taxe toujours sur base du revenu cadastral qui a été fixé en 1975, même s'il y a certains éléments correctifs, mais enfin, ça change beaucoup par rapport à la réalité. Il y a une sous-taxation. Slide suivant. Encore, là on va le passer. Donc, pour la FGTB, notre revendication principale pour avoir un régime de fiscalité équitable et avoir une bonne taxation des revenus du travail en pouvant les alléger, c'est qu'on devrait faire un système où 1 euro est égal à 1 euro, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une globalisation et une taxation progressive sur base d'une globalisation des revenus perçus. Suivant. Ça, ici, ça donne un peu les masses budgétaires, dire sur les recettes publiques, on peut le passer. Et donc, ici, on voit que, effectivement, en matière de taxation, il y a des grosses différences. Les revenus du travail, à partir de 40 000 euros environ, on est à 50%. Chaque euro supplémentaire est taxé à 50%. Pour le précompte mobilier, on est à 30%. Pour l'impôt des sociétés, là aussi, c'est linéaire et on est passé à 25%. Enfin, c'est linéaire, pas totalement, parce que pour les petites et moyennes entreprises, il y a un régime fiscal dérogatoire qui est fortement utilisé aussi par ce qu'on appelle les dirigeants d'entreprise. Et donc, pour les plus-values, malheureusement, en Belgique, on est toujours à 0%, alors que c'est vraiment aussi une pierre angulaire si on veut à changer, à instaurer, si on veut avoir un régime de fiscalité qui soit équitable et progressif. Alors, pour pouvoir avoir ce système qui soit équitable, il faudrait qu'on lutte contre la fraude fiscale et fraude sociale. J'ai illustré un peu la situation, enfin, on l'a passé, mais j'ai illustré la situation de la lutte contre la fraude par une caricature de Sherpat, aussi quelque chose que je regarde tous les jours pour commencer ma journée. C'est un caricaturiste suisse qui est vraiment très très bon et qui montre effectivement que on ne lutte pas à armes égales contre la fraude fiscale, que ce soit en Belgique ou en Europe en général. Mais en Belgique, certainement. Nous, on est conscient de cette importance, de cette fraude et de la façon dont ça mine le financement de l'État. On a demandé en 2010 une étude au DULBA sur le sujet et ils sont arrivés à la conclusion que la fraude fiscale et sociale, c'est environ 6 à 7% du PIB chaque année. Peut-être pour accélérer, ça représente, si on prend ça actuellement, ça représente 24 milliards d'euros. Je crois qu'avec 24 milliards, comme je l'ai mis dans les slides suivants, je crois que tout le monde aura des rêves, la façon dont on pourrait refinancer notre État, dont on pourrait refinancer la sécurité sociale, on pourrait améliorer la situation de nombre de gens. Et pour pouvoir améliorer la lutte contre la fraude, il y a vraiment quelque chose qui est important, ça serait d'améliorer la législation fiscale et aussi la situation dans l'administration fiscale, qu'on diminue le nombre de personnes qui sont là. Dans le cadre des affaires qui ont eu lieu, dans le Panama Papers notamment, il y a une commission d'enquête, va-t-on dire, au sein du Parlement, et il y a des experts qui ont fait une série de recommandations, peut-être 7. Il y a 7 recommandations. Là, j'ai inversé. Bon, là, ça montre, excusez-moi, ça montre l'évolution de l'administration fiscale, et on voit que le nombre de fonctionnaires ne fait que diminuer, et bien sûr, le nombre aussi de contrôles, c'est le slide suivant,
qui ne fait que diminuer. Même si les contrôles sont un peu mieux orientés et rapportent plus, on voit malgré tout qu'il y a une diminution substantielle du nombre de contrôles. Et par rapport à la fraude, on sait très bien que de schrik van de flik, comme disent nos amis néerlandophones, c'est toujours ce qu'il y a de meilleur. Donc, s'il y a une crainte d'avoir un contrôle, les gens feront peut-être un peu plus attention et ça permettrait d'avoir de meilleures recettes fiscales et sociales. Encore. Alors, pour pouvoir... donc, c'était avant, alors je crois qu'il y a eu des inversions, mais ce n'est pas grave. Donc, il y a eu, parmi les recommandations faites par les experts dans le cadre de la lutte contre la fraude, il y a notamment la suppression du secret bancaire qui existe toujours en Belgique. Et là, malheureusement, on ne voit pas d'évolution. Il faut savoir que pendant cette période un peu bizarre du gouvernement Wilmé, qui est un gouvernement en suspens, il y a eu au sein de la commission des finances ici en Belgique, il y a eu une proposition des partis socialistes pour supprimer ce secret bancaire. Et malheureusement, cette proposition a été rejetée. Elle a été rejetée notamment par des partis qui maintenant sont dans la majorité, en Vivaldi, donc ce qui n'augure pas d'évolution dans le bon sens. Donc, si on voudrait aussi avoir une fiscalité plus équitable, il faudrait essayer d'arrêter de donner des cadeaux aux nantis et donc éviter de permettre ce genre de construction fiscale hyper compliquée. Ça me fait toujours sourire quand j'entends les organisations patronales qui disent qu'il faut lutter pour une simplification administrative, mais quand c'est des systèmes compliqués comme cela pour éviter l'impôt, ça ne les dérange pas énormément. Donc, dans les cadeaux qui sont faits aux nantis, notamment aux entreprises, chose qu'on aime bien montrer à la LGTB, c'est l'évolution de ce qu'on a, d'une part, les dividendes nets qui sont distribués en Belgique. Donc, dividendes nets, c'est ceux qu'ils distribuent et moins ceux qu'ils reçoivent. Et on voit qu'entre 1996 et 2019, il y a une augmentation. Et si on avait un trend, parce que je crois qu'elle serait très parallèle avec une autre ligne qui est en dessous, qui sont le cumul des réductions de cotisations sociales et dispenses de versement de précomptes professionnels qui ont été instaurés, soi-disant pour soutenir l'emploi et la compétitivité des entreprises, mais on doit constater que si on voit l'évolution, une grosse partie de ces avantages sert en fait à donner des dividendes, à verser des dividendes. Donc en fait, ces politiques soi-disant actives pour l'emploi, elles servent essentiellement à rémunérer les actionnaires. Dans les cadeaux qui sont faits aux nantis, et donc aussi une mesure qui avait été préconisée par les experts pour lutter contre la fraude, c'est suivre tous les transferts qui se font vers des paradis fiscaux. Les montants qui sont repris là, que ma myopie, même si j'ai des lentilles, ne me permet pas de lire avec précision, je crois que c'est de l'ordre de 170 milliards, si mes souvenirs sont bons. Voilà, ça c'est les montants qu'on sait qui ont été obligatoirement repris, mais on ne sait pas suivre, on ne suit pas suffisamment cela. Et pourtant, dans les entreprises qui recourent à ce type de construction, il y a des entreprises qui viennent chercher aussi des subsides. Comme l'ont montré dans les Panama Papers, des entreprises telles que Nike ou Janssen Pharmaceutica, voilà, ils vont chercher des subsides pour l'emploi, pour la recherche, mais d'un autre côté, ils font de l'optimisation fiscale pour utiliser leur euphémisme. Donc là, il y a vraiment un problème. Ça, on peut passer, peut-être. Donc, oui, donc aussi dans les cadeaux qui ont été faits ces dernières années, il y a une réforme de l'impôt des sociétés. Le gouvernement Michel Le Wever a réduit le taux d'impôt des sociétés, qui est passé de 33% à 25%. Soi-disant, c'était autofinancé, mais l'inspection des finances, qui est donc le garant de la rigueur budgétaire, a tout de même dit que
Dès la deuxième année, il y avait un trou de 1,2 milliard et qu'en vitesse de croisière, ça représentait un trou de 2,4 milliards. Donc, c'est énorme. Donc, ça crée vraiment un problème. Oui. Par contre, qu'en est-il sur l'évolution des salaires? On voit qu'en Belgique, sur les 10 dernières années, les salaires dans le secteur privé n'ont quasiment pas augmenté. Et en tout cas, ils n'ont pas augmenté en proportion avec l'augmentation de la productivité. Alors que dans d'autres pays, les pays sur lesquels on nous compare, il y a une évolution. Oui, donc, pour avoir un sujet d'actualité, il faut savoir, donc, comme je l'ai dit, en 1996, on a instauré une loi où on compare l'évolution de nos salaires avec nos 3 pays voisins, donc la France, les Pays-Bas et l'Allemagne, qui sont nos 3 pays avec lesquels on a des relations commerciales les plus importantes. Et on voit que nos salaires ne savent plus augmenter parce qu'on a, avec la loi de 96, telle qu'elle a été réformée aussi sur le gouvernement Michel de Wever, c'est devenu un vrai carcan. Il n'y a quasiment pas de marge pour donner des augmentations aux travailleurs. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est qu'on recourt de plus en plus à des rémunérations alternatives, celles qui sont soumises à moins de cotisations sociales et celles à moins de contributions fiscales. Et donc, on voit qu'il y a un décrochage entre l'évolution de la masse salariale et l'évolution des cotisations sociales. La masse salariale a augmenté de plus de 13% dans les années 2014 à 2019. En parallèle, les cotisations sociales n'ont augmenté que de 6%. Donc, ça fait un gap énorme avec un manque à gagner pour la sécurité sociale qui est important. Sécurité sociale et aussi pour les recettes fiscales. Je fais référence ici aussi à la même étude à laquelle Édouard a fait référence. Donc, c'est une étude qui avait été commandée par le SPF Affaires sociales. Et ils ont dû demander, c'est pour aussi illustrer un peu la méconnaissance qu'on a en Belgique de l'évolution des revenus en général, ils ont dû demander faire cette étude à un secrétariat social, à SDE en réalité. Parce que sur tous ces avantages salariaux extra-légaux, il n'y a pas d'obligation de reprendre ça sur les déclarations à l'ONSS. Alors que l'employeur les envoie bien sûr au secrétariat social parce qu'il faut gérer la politique salariale de l'entreprise. Par contre, cette information n'est pas envoyée au service public. Donc, ça crée un problème. On ne sait pas suivre, l'administration fiscale n'est pas capable, et sociale n'est pas capable de suivre l'évolution, et on est obligé de recourir à du secteur privé pour connaître quelle est la situation d'un secteur public. C'est vraiment, ça pose problème. Ici, le slide montre aussi que toute cette problématique des avantages extralégaux est fortement genrée parce qu'effectivement, c'est essentiellement, comme toi tu l'as dit, par rapport à la voiture, sont essentiellement les hommes qui profitent de ces avantages. Merci Christophe. Nous allons bientôt clôturer cette partie, si c'est possible pour toi. Oui. Alors, donc on peut passer... Donc, par rapport à je vais alors venir par rapport à ce qu'il y a dans la déclaration gouvernementale. Oui. Dans la déclaration gouvernementale, malheureusement, il n'y a pas grand-chose en termes de fiscalité. Mm-hmm. On nous a parlé de faire contribuer les épaules les plus larges. C'est passé par l'instauration, enfin, c'est en train d'être voté au Parlement, d'une taxe sur les comptes titres, mais qui est purement une taxe sur le fait d'ouvrir un compte titre et d'avoir sur le compte titre plus de 1 million. Si vous avez effectivement sur votre compte titre plus d'1 million, vous vendez quelques titres qui sont là-dessus et que vous passez en dessous du million, mais qu'en parallèle, vous ouvrez un nouveau compte titre avec la plus-value ou avec le résultat de la vente, vous ne paierez plus cette taxe. Donc, je pense que ça va être un coup dans l'eau. D'ailleurs, quand on interroge certains politiciens, ils nous disent que si ça va rapporter l'argent, ça va être les universités, les hôpitaux, certaines institutions de la sécurité sociale qui ont de l'argent en trésorerie, qu'ils placent en compte titre, et c'est eux qui vont devoir payer cette cotisation compte titre. Donc, c'est un peu fou. Sur le secret bancaire, je vous ai dit tantôt que certains partis faisant partie de la coalition Vivaldi ont rejeté une proposition en la matière. Il y a
quelques mesures qui seront prévues pour avoir plus d'informations sur un point de contact qui se trouve à la Banque nationale, mais ça n'ira pas directement vers l'administration fiscale. Donc, c'est l'administration fiscale, si elle a des soupçons de fraude, qui pourra interroger uniquement à ce moment-là ce point de contact, pour autant qu'elle ait l'autorisation. Donc, voilà tous les filtres que l'on met pour éviter que cette information aille directement à l'administration fiscale, qu'elle puisse faire un travail efficace et rapide. Donc, voilà, il n'y a malheureusement pas beaucoup de bonnes nouvelles. Non. La seule bonne nouvelle, c'est qu'ils ont annoncé qu'effectivement, ils voulaient mettre de l'ordre dans les rémunérations alternatives, mais cela dans le cadre d'une grande réforme de l'impôt des personnes physiques, mais grande réforme sur laquelle ils vont réfléchir et qui devrait se mettre en place pour le prochain gouvernement. Donc voilà, malheureusement, on ne peut pas attendre grand-chose, me semble-t-il, de l'accord gouvernemental tel qu'il a été ficelé. Ok, merci Christophe. Alors nous vous proposons dès à présent de relever quelques-unes des questions que vous avez déposées en commentaire sur les réseaux sociaux. Alors je peux commencer par une première, Martine, qui se demande de quoi sont composés ces 172 milliards transférés vers les paradis fiscaux. Est-ce que Christophe ou Édouard, vous pouvez nous préciser la composition de ce montant? Non, on n'a pas exactement le montant. Bon, il faut savoir qu'on n'a pas une décomposition fine de ce montant. C'est simplement à partir du moment où certaines entreprises font des versements vers des paradis fiscaux, ils doivent le mentionner. C'est ça. Ce qu'on peut soupçonner, c'est dans les paradis fiscaux, il y a des filiales d'entreprises, de grosses entreprises qui sont là-bas. Prendre un exemple de construction assez classique vers les paradis fiscaux. Une société de fast-food doit payer à sa société mère qui se trouve aux Bermudes une redevance pour utiliser le nom de BIC quelque chose. Mm-hmm. Voilà, il paye cette redevance qui est assez importante vers la société mère qui est dans ce paradis fiscal. Donc, ce genre de flux, malheureusement, effectivement, il n'y a pas une décomposition et un suivi énorme. Et en plus, c'est à partir d'un certain montant que l'on doit simplement faire cette déclaration. Ok, merci. Lydie se demande si l'impôt ne souffre pas d'une mauvaise réputation et si changer de mot, en utilisant par exemple le mot contribution, ne pourrait pas redorer son image et son rôle. Qu'en pensez-vous? Oui, effectivement. Moi, je parle essentiellement de contribution fiscale et sociale. C'est vrai qu'auparavant, quand j'étais plus jeune, on allait au bureau de contribution. Oui. Mes parents disaient qu'ils allaient rentrer leur déclaration au bureau de contribution. Ça fait partie de la révolution néolibérale où on a parlé de charges fiscales et sociales et pas de contribution, parce qu'effectivement, il faut contribuer à l'État. Et l'État n'est pas une charge, que du contraire, il encadre et il accompagne les citoyens tout au long de leur vie. Et donc, c'est une contribution à ce financement général. Je ne sais pas si Édouard veut rajouter quelque chose. Oui, mais ça, je pense que la gauche a perdu une bataille culturelle autour des contributions ou de l'impôt. Une double. Et donc là, vraiment, il faut qu'on regagne cette bataille culturelle et politique. La première chose, c'est la légitimité de l'impôt, la nécessité de la contribution, hein, que ce soit sous la forme de l'impôt ou de l'impôt sur le revenu ou de la cotisation sociale. Ça, c'est un. Et donc, il faut légitimer l'impôt. On a besoin de l'impôt dans une logique de redistribution, dans une logique de service public. Et la deuxième bataille que nous avons perdue, c'est que les partis de droite, et en particulier les partis libéraux, font croire qu'ils sont pour moins d'impôts, hein, comme si les partis de gauche, eux, étaient taxatoires, la rage taxatoire, oui. etc. Or, c'est faux. C'est-à-dire que toutes les mesures néolibérales, ce sont des mesures qui n'ont pas du tout diminué les impôts globalement, mais qui les ont rendus plus injustes. Hein. Donc ça c'est quand même important. Je rappelle toujours, c'est le gouvernement précédent qui a augmenté toute une série d'impôts indirects, notamment sur l'électricité, etc. Et en même temps, baisser les cotisations sociales. Hein. Donc,
donc le néolibéralisme, ce n'est pas moins d'impôts, c'est un impôt plus injuste. Et donc là il y a deux choses que nous devons regagner en termes de message sur la légitimité de l'impôt et sur la nécessité d'un impôt plus juste ou d'une contribution plus juste. Merci, Édouard. Nous passons maintenant à une question concernant les voitures salaires de Charlène, qui se demande si les économies que la réduction des voitures salaires amènerait sont réellement significatives pour se lancer dans ce combat. Elles suscitent énormément de résistance et ont tendance à opposer les citoyens les uns contre les autres, d'autant que nous ne sommes pas égaux face aux questions de mobilité, bien entendu, puisque les ruraux, par exemple, n'ont pas vraiment le choix d'utiliser ou pas une voiture. Qu'en pensez-vous ? Puisque j'ai le micro, je vais garder la parole 2 secondes. Alors, la première chose, c'est que ce sont des masses très importantes. On a vu tout à l'heure les chiffres, ce sont des centaines et des centaines de millions, c'est peut-être même davantage, qui, rien que sur la voiture salaire, échappent aux cotisations sociales et aux impôts. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important en termes quantitatifs. Ça, c'est une première donnée. La deuxième donnée, c'est, et ça a bien été rappelé tout à l'heure, tous les dégâts environnementaux, le fait que ce soit genré, etc. Une fois qu'on a dit ça, il faut aussi évidemment tenir compte du fait, et d'abord ne jamais confondre, ça a été dit tout à l'heure, les voitures de fonction et les voitures salaires. Il y a évidemment des gens qui, dans le cadre de leur boulot, et je pense notamment chez nous, dans les mutualités, aux infirmières, aux aides-soignantes des CSD, des soins à domicile, il n'est évidemment pas question de leur envoyer, de leur ôter des voitures qui sont des voitures de fonction, qui sont tout à fait nécessaires. Mais même dans les voitures salaires, il faut évidemment tenir compte de la situation des ruraux par rapport aux urbains, du fait que voilà, si c'est une voiture salaire, il faut intégrer l'idée, mais par quoi est-ce qu'on remplace cela en termes de revenus, etc., etc. Et donc je pense qu'il faut avoir une réflexion qui soit aussi un peu une réflexion fine, parce qu'une fois qu'on est dans le cas concret, dans les entreprises, face à des salariés, on est face à des situations concrètes. Donc il faut être très clair sur le principe, il faut aller vers une suppression, diminution, suppression, réforme des voitures salaires, et puis en même temps, c'est-à-dire réduire le nombre de voitures salaires, faire en sorte que ces voitures soient moins polluantes, moins grosses, etc., et aller vers une mobilité douce et un budget mobilité. C'est ce que nous essayons de faire dans la mutualité en tant qu'employeur, pour le coup, mais en tenant compte évidemment des réalités, des inégalités dont on a parlé ici. Et là, il faut évidemment faire preuve pas seulement de pragmatisme, mais tout simplement de bon sens et de justice par rapport aux gens. Voilà. Donc, être très clair sur les objectifs, et puis en même temps, être très précis et très pragmatique sur la façon dont on le fait, dont on phase les choses, et de le faire de façon réaliste, tout simplement pour être le plus volontariste possible. Merci, Édouard. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Effectivement, il faut que ça soit progressif. Les étapes qui sont proposées par votre étude, par votre proposition, donc d'abord jouer sur la carte essence, qui effectivement c'est une sorte de pousse au crime, la carte essence, c'est une chose. Il faut aussi peut-être, ça c'est une idée que je lance à titre personnel, je veux dire, peut-être aussi réfléchir sur l'importance, ou est-ce qu'on ne devrait pas limiter la valeur catalogue sur laquelle on accorde, on permet d'avoir une voiture de société, parce que les études montrent aussi que les voitures de société sont des voitures plus importantes qu'en général, et d'autant plus que, effectivement, la taxation est en train de, malgré tout, quelque peu s'orienter vers des véhicules moins polluants, mais je ne voudrais pas qu'à terme, tout le monde roule en Tesla à 100 000 € de la voiture. Ça va peut-être moins polluer, ici en Belgique, en tout cas, peut-être pas ailleurs, au niveau sur le cycle général du véhicule, mais ça va créer encore des trous importants en termes de recettes, parce que ça va être des montants importants qui vont échapper à l'impôt et qui vont être déduits de l'impôt des sociétés ou ce genre de choses. Merci Christophe. Alors, pour rester à toi, Christophe, Dominique demande quelle est la position du syndicat sur les chèques repas. Pour nous, pour l'instant, on voudrait qu'il y ait un moratoire sur tous ces avantages. Qu'on fasse un peu ce que j'ai dit tantôt, de la transparence, qu'on ait une information qui va vers
l'ONSS, qu'on puisse faire un inventaire des masses qu'il y a, et après, sur cette base-là, essayer de voir comment on pourrait encadrer ça. Il faut savoir qu'actuellement, au Parlement, il y a une députée CDNV qui a introduit une proposition de loi sur ce qu'on appelle les plans cafétéria, donc où, au fait, les gens peuvent choisir ce type d'avantages. Il y a des choses il y a beaucoup de choses à rejeter dans ce qu'il y a sur la table, mais il y a, notamment, elle ne prévoit pas d'avoir une vision et qu'on puisse suivre cela pour peut-être petit à petit réorienter, mais il y a aussi des idées de mettre des plafonds, enfin maximum, et donc ça peut être quelque chose qui doit être en réflexion. Parce qu'il faut savoir que les plans cafétéria avec des voitures de société, on est en train d'en voir aussi pour des gens qui ont des revenus relativement moyens. C'est ça. Parce qu'il y a des trappes dans le régime fiscal et parafiscal et de contribution fiscale et sociale. Il y a des endroits où il y a ce qu'on appelle des pièges à la promotion qui font qu'on a un taux d'imposition assez élevé pour chaque euro supplémentaire que l'on touche. Et donc, les employeurs mettent en place des systèmes de plans cafétéria avec des montants importants de salaires qui sont convertis en voitures de société, chèque repas, éco-chèque, enfin, la panoplie est très élevée. Oui. Et donc, il y a lieu vraiment de faire un état des lieux pour éviter d'avoir ce type d'échappatoires qui vont créer des trous énormes dans les recettes publiques. Oui. Donc, pour nous, le chèque repas, c'est un avantage qui existe et il faudrait réguler cela. Comme j'ai dit, par rapport aux voitures, les chèques repas, il y a un montant maximum. Donc, il y a d'autres avantages qui devraient peut-être être régulés de la même façon. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de promouvoir en même temps. C'est clair que ces dernières années, lors d'accords interprofessionnels, on a parfois prôné pour l'augmentation du montant des chèques repas, mais j'ai expliqué pourquoi. La loi étant de 96 encadrant à ce point l'évolution des salaires, la seule façon d'augmenter de façon intéressante le pouvoir d'achat net des travailleurs et surtout les plus bas, parce que c'est via ce type d'instrument. Ce n'est pas l'instrument que l'on privilégie, que du contraire. Et donc, nous, on préfère effectivement donner des augmentations salariales en brut qui ont aussi une conséquence sur toute la constitution de droits sociaux et par rapport au financement des salaires globaux. Très bien. Merci Christophe. Oui, si je peux ajouter une chose, c'est de ne surtout pas culpabiliser les petits salariés ou les salariés moyens qui ont des chèques repas, voire même des voitures de salaire. C'est le système qui a été construit comme ça. Et je rappelle que si les chèques repas, ça coûte de l'argent à la sécurité sociale, les actions et les warrants qu'on distribue au cadre des entreprises, c'est encore beaucoup plus. Hein. Oui. Donc voilà, ne culpabilisons pas les gens qui sont dans ce système, parce que le système, voilà, il a été construit comme ça, et ils ne doivent surtout pas, eux, être pénalisés, alors qu'il y a des gens avec des très très hauts revenus, avec des revenus indirects sous forme d'actions, etc., qui coûtent tout autant à notre sécurité sociale. Oui, merci Edouard. Lydie demande si la régionalisation des compétences ne serait pas aussi un facteur de la fragilisation de la sécurité sociale, en piétinant un peu sur le principe de solidarité. Oui, alors que les choses soient très claires, je me permets de répondre et je donnerai le micro à Christophe éventuellement. Il est évident que plus un système est large, plus un système assurantiel tel que la sécurité sociale a une assiette large, plus il est efficace et plus il est solidaire. Et donc, que ce soit très clair, que ce soit à la FGTB ou à Solidaris, nous sommes pour le maintien d'une sécurité sociale fédérale. Hein. Bon, là, que les choses soient très claires. Et on peut discuter à l'infini de la 6e réforme de l'État. Il est certain que ça n'a pas eu des effets particulièrement positifs, c'est certain. D'un autre côté, si je prends par exemple les soins de santé, donc que les choses soient très claires, les soins de santé, ça doit rester le financement et la détermination des grandes enveloppes, ça doit rester au niveau fédéral. Il n'est pas question de régionaliser, par exemple, les soins de santé. Par contre, que l'organisation des soins
les hôpitaux, l'hôpital domicile, etc., soit plus local et soit régionalisé, là, pourquoi pas? Bon, parce que là, on peut avoir davantage de proximité et davantage auprès des besoins. Donc, il faut pas confondre la question du financement et de sa répartition de l'organisation. Dans l'organisation, régionalisation, peut-être même les communes, les villes peuvent avoir dans certains scénarios, il y a même ça qui intervient, on pense aux maisons médicales, etc. Et donc ça, c'est très bien d'être proche du terrain, mais lorsqu'il s'agit du financement et la solidarité, elle doit évidemment rester la plus large possible, et on peut même rêver à un moment donné d'une sécurité sociale européenne. Je veux dire, ce serait encore plus efficace. Mais là, je suis hélas dans l'utopie. Merci, Edouard. Oui, donc comme Edouard l'a dit, nous sommes favorables à un financement qui reste fédéral, dans la mesure du possible aussi d'une organisation qui reste fédérale, avec peut-être des bassins de santé, ou que ce soit des provinces, parce que les régions ne sont pas non plus homogènes en matière de besoins de soins de santé. Donc, on se méfie assez bien de cette notion de la subsidiarité où on doit aller au plus bas pour être plus proche. On a vu avec des politiques telles que la mobilité, on nous a vendu ça aussi au début des années 2000, que pour finir, c'est une catastrophe s'il n'y a pas pas une certaine, mais une forte coopération et une forte cohérence pour ce type de compétences. Donc, on a une certaine crainte par rapport à une évolution. Je ne pense pas que la régionalisation des allocations familiales ait apporté grand-chose pour les concernés. Il faudrait peut-être voir aussi sur l'évolution des frais de gestion. Tantôt, Édouard faisait référence au fait que la sécurité sociale, les frais de gestion étaient très faibles. À partir du moment où on multiplie les niveaux de pouvoir, voilà. Oui. Merci Christophe. Alors, Monique se demande si le système des voitures salaires est essentiellement présent en Belgique. Serait-ce parce que l'industrie automobile est uniquement présente en Flandre? Ça, je ne sais pas. En plus, ils ne sont plus très, très présents en Flandre. Je sais que la Belgique est vraiment le pays où le régime des voitures salaires est le plus intéressant, le plus important. Le pourquoi, certains diront que c'est parce que à un moment, on a déplafonné les cotisations. Enfin, c'est toujours ce qu'on nous a vendu comme explication. Je ne saurais pas vous dire exactement. Il faut savoir que malgré tout, que l'évolution, elle a été très forte au début des années 2000, suite à une circulaire fiscale qui a été la première circulaire fiscale signée par un ministre qui s'appelait Renders, où on a commencé à donner des avantages fiscaux qui étaient très... c'était pas progressif et c'est pas en fonction d'utilisation, c'était simplement des forfaits. Si vous habitiez à plus de 25 km de votre lieu de travail, c'était X, et plus, c'était Y. Et donc, ça a eu un système vraiment d'appel d'air, parce que tout le monde s'est rendu compte que le système était très intéressant, était forfaitaire, et donc, toutes les entreprises se sont engouffrées dans cette circulaire. Oui. Et cette circulaire, il faut savoir qu'elle venait en réaction parce que certaines administrations fiscales avaient décidé de taxer de façon approfondie les voitures de société en prenant... Christophe Quintard habite à 50 km de son lieu de travail. Tous les jours, il fait ça fait 100 km aller-retour fois 200 jours. Et pour avoir calculé l'avantage réel, à partir du moment où on a fait des forfaits, ça a été vraiment l'explosion des voitures de société. Ok, merci. Edouard, tu as déjà répondu en partie à cette question, mais Sarah voudrait savoir comment une grosse institution comme Solidaris s'inscrit dans cette réflexion sur l'arrêt de la voiture salaire. Oui, donc voilà, comme je viens comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais reprendre et résumer. D'abord, Solidaris, c'est très divers, hein, donc c'est tout un environnement, évidemment, à travers toute la Belgique, avec un réseau associatif, donc il y a plein de régimes différents. Ça peut être très
différent d'une région à l'autre, très différent d'un type d'institution à l'autre. Mais en gros, et donc, on est bien d'accord aussi, on ne parle pas ici des voitures de fonction, de tout notre personnel infirmier, etc. C'est très important de le dire parce qu'évidemment, ils ne sont pas du tout concernés. Mais donc, nous sommes en évolution par rapport à ça actuellement. Et avec l'objectif de réduire le nombre de véhicules. Il a déjà baissé en réalité de 15% depuis 2017. Donc voilà, on n'a pas attendu la campagne PAC, mais je suis très content qu'il y ait une campagne PAC. Mais on a déjà réduit le nombre de voitures. Deux, c'est de revoir le type de véhicules et notamment avoir des véhicules moins polluants et il faut faire attention à tout, hein, parce que, par exemple, une voiture hybride, hein, on va dire c'est bien une voiture hybride, sauf que si on ne la recharge pas et qu'on utilise tout le temps l'essence, elle pollue encore plus qu'une voiture essence. Donc, il y a des tas de petites choses trappes qu'il faut éviter, mais donc d'avoir des voitures moins grosses. Et donc, on est en train de revoir aussi les contrats avec les entreprises de leasing pour avoir des voitures moins grosses, moins polluantes, etc. Et troisièmement, de privilégier la mobilité douce. Et donc là, ce que nous proposons de plus en plus, c'est un budget mobilité, non plus une voiture salaire, mais un budget mobilité, où voilà, les gens ont un certain budget et l'utilisent soit train, soit vélo, soit transport en commun, soit voiture aussi, voiture personnelle. Puis, voilà. Et donc, on travaille là-dessus. Et je dois dire que ça, et j'en profite pour dire que je n'ai pas de voiture salaire. Bon. Voilà, comme ça, c'est dit. Et moi, je suis surpris de voir à quel point il y a beaucoup moins de résistance culturelle que je ne croyais à cela. Par exemple, les 3 derniers directeurs à l'Union nationale, donc qui est la coupole, ont tous les 3 accepté le budget mobilité, préféré même le budget mobilité plutôt que la voiture salaire. Et donc l'idée, c'est progressivement, puisqu'on est aussi tenu par des contrats de travail. Je veux dire, on ne peut pas imposer aujourd'hui, on ne pourrait pas dire plus de voiture salaire, puisqu'il y a évidemment des contrats de travail. Mais l'idée, c'est lorsqu'il y a la fin d'un leasing qui arrive, de proposer le budget mobilité, de proposer des voitures moins polluantes, etc., etc. Et donc, on est en cours et on est en train d'implémenter cela progressivement. Mais moi, j'ai bon espoir parce que je vois que nos collaborateurs, nos collègues comprennent parfaitement et suivent parfaitement. Vous allez me dire que c'est bien la moindre des choses dans une mutualité. Enfin, il y a aussi, nous sommes aussi tous un peu avec des contradictions culturelles, logiques, et puis aussi les questions matérielles qui se posent. Mais moi, j'ai bon espoir parce qu'il y a une assez bonne compréhension et acceptation de la logique dans laquelle on se trouve. Je pense que les mentalités sont en train de changer sur ce point. Ok, merci Edouard. Alors Nina demande si, au vu des attaques subies par la sécurité sociale dans le modèle capitaliste, il ne faudrait pas s'entendre entre institutions, associations, syndicats, partis de gauche pour avoir des discours et de revendications communes plus fortes. Revoir nos mots, nos discours, dit-elle, qui utilisent les mêmes mots que le capitalisme comme pouvoir d'achat ou charge sociale. On en a un peu parlé déjà tantôt. Oui, enfin bon, moi je vais avoir facile à parler. Nous, la FGTB reste fédérale, avec une coupole bien fédérale. Donc effectivement, nous on essaye de faire dans l'action commune socialiste, on essaye de faire le lien et de porter ces revendications. Donc effectivement, j'ai aucun problème. Et on essaye chaque fois qu'on voit ce mot charge ou last en néerlandais, dans un rapport, on essaie de faire changer parce que c'est effectivement, il faut essayer de faire évoluer cette mentalité, enfin revenir à la mentalité antérieure et que les gens soient contents de contribuer au bon fonctionnement de la société. Oui. Donc oui, on essaye d'aller dans ce sens-là, mais c'est un combat de tous les jours et effectivement, même chez nous, pouvoir d'achat, ça reste quelque chose qui vit énormément, mais parce que aussi on représente des gens qui ont des salaires très très faibles. Quand on se bat pour une augmentation du salaire minimum, c'est clair que pour ces gens-là, le mot pouvoir d'achat représente quelque chose de fondamental. Donc, on doit continuer à avoir ces revendications, mais il faudrait peut-être pouvoir parler de pouvoir d'achat individuel et collectif, et que les gens soient aussi heureux de voir un pouvoir d'achat collectif
parce que les services publics et la sécurité sociale, c'est notre premier pouvoir d'achat, comme disait un de mes anciens présidents. Merci Christophe. Oui, alors deux choses. La première chose, sur la nécessité que les partis de gauche, mutualités, syndicats, associatifs se parlent, essayent de faire des choses ensemble comme ce que nous faisons ici. Pour moi, c'est absolument fondamental. Et d'ailleurs, il y a aussi des combats que l'on peut mener avec les autres familles de gauche, chrétiennes, écologistes, etc. Je pense que chaque fois qu'on peut avancer ensemble, il faut le faire. La deuxième chose, et je suis tout à fait d'accord avec ce que Christophe vient de dire, lorsque on demande l'augmentation des plus petits salaires, comme ce que je veux dire, donc on n'est pas des vendus à la société de consommation. Je veux dire, il faut à nouveau arrêter de culpabiliser les gens qui sont en bas de l'échelle sociale. C'est pas eux qui polluent le plus, c'est pas eux qui consomment le plus, c'est pas eux qui font exploser nos standards de consommation. Hein. Ce n'est que de la justice que les gens aient de quoi vivre. Et toujours rappeler que dans ce qu'on appelle, il faudrait peut-être remplacer pouvoir d'achat par pouvoir de vivre. Si jamais on pouvait gagner cette bataille-là, ce serait bien. Et que dans les moyens dont nous avons besoin pour vivre, il y a évidemment du salaire poche, il y a du revenu où les gens peuvent l'utiliser à ce dont ils ont besoin ou envie. C'est naturel aussi. Et puis, il y a tout ce qui est les revenus indirects, c'est-à-dire, à nouveau, via les cotisations sociales, le fait que les transports sont idéalement gratuits ou en tout cas pas trop chers, que les soins de santé sont gratuits, que l'éducation est gratuite, etc., etc. Tout ça, ça fait partie du pouvoir, pas du pouvoir d'achat direct, mais du pouvoir de vivre. Et c'est évidemment ça qu'il faut promouvoir. Merci Edouard. Alors, nous arrivons tout doucement à la fin de ce webinaire. Il nous reste 2 questions. Donc, on débordera un tout petit peu sur le timing. Nous nous en excusons. Alors, avant-dernière question, Raymond se demande si, concernant la voiture salaire, il ne faudrait pas commencer par l'arrêt de ce système dans les services publics. Oui, enfin, à nouveau, hein, il faut faire évoluer dans les services publics comme partout ailleurs, comme dans les mutualités, etc. Il faut faire évoluer le système pour petit à petit l'éliminer, le réformer et l'éliminer. Donc, il n'y a aucun secteur qui doit échapper à cela. Et évidemment, les services publics doivent sans doute être exemplaires de ce point de vue-là. Oui. Oui. Et la dernière, donc Gaston se demande s'il serait possible d'implémenter une contribution générale à la sécurité sociale. Alors, donc, c'est la CSG en quelque sorte. Alors, c'est une question très, très, très compliquée. Comment dire donc ? On peut avoir une vraie réflexion pour savoir quels sont les types de revenus qui, aujourd'hui, doivent contribuer à la sécurité sociale. Aujourd'hui, on a les cotisations sociales et je suis évidemment, nous sommes partisans pour que ça reste le socle, évidemment, et le moins d'impôts injustes qu'est la TVA, parce que c'est aujourd'hui la principale source de financement alternative. Maintenant, c'est une vraie question de savoir s'il ne faut pas que, notamment les revenus immobilier dont Christophe a parlé, qui échappent complètement à l'impôt, il faudrait voir si ces sources de revenus ne doivent pas aussi contribuer aux cotisations sociales. Je veux dire, d'élargir les cotisations sociales, pas seulement de les réaugmenter puisqu'elles ont été diminuées, mais aussi d'élargir l'assiette. Voilà. Donc, à partir de là, ça devient vite technique, mais on peut avoir le principe qu'il faut que d'autres sources de revenus aujourd'hui financent la sécurité sociale pour la faire vivre, d'autant plus que ces sources de financement existent. On a vu les chiffres absolument effarants de la fraude fiscale, de l'optimisation fiscale, etc. Voilà, donc on peut avoir cette réflexion sur les sources de financement de la Sécu, sûrement. Christophe, tu voulais ajouter quelque chose ? Pas grand-chose, mais ça se fait aussi parce que c'est un peu difficile d'avoir des impôts, des cotisations qui soient, enfin surtout des impôts qui soient attribués directement à la sécurité sociale. Pour rapport à la taxe compte titre, au départ, c'était la volonté. Le Conseil d'État a fortement critiqué la chose en disant que ça ne passerait pas au niveau de la Cour constitutionnelle, et au niveau européen, ça créerait des problèmes. Donc, je pense que cela doit se faire effectivement par une meilleure contribution de tous les types de revenus aux recettes fiscales, aux recettes publiques, et qu'après, l'intervention de l'État au financement de la sécurité sociale
soit majoré en fonction de cela. On a vu ici, avec effectivement l'arrivée de la nouvelle majorité, que le financement direct de l'État vers le système de sécurité sociale ont été augmentés, alors que le gouvernement précédent les avait diminués. Ils pourront plus facilement l'augmenter si on va rechercher des recettes fiscales générales sur les autres revenus que les revenus du travail. C'est ça. OK, merci Christophe. Voilà, nous concluons ce webinaire. Merci à toutes et tous pour votre présence et vos réactions qui ont été nombreuses sur Facebook. Nous remercions également nos intervenants, Édouard et Christophe, d'avoir fait le déplacement jusqu'à nos locaux. Merci également aux 3 pages pour Point Presse, le réseau pour la justice fiscale, et Attaque Bruxelles pour le cross-postage de cette rencontre sur leur page. Et j'en profite pour vous rappeler l'adresse du site internet de notre campagne, www.stop-voiture-salaire au singulier, où vous pourrez trouver un formulaire qui vous permet d'interpeller directement les députés et députées présentes dans les commissions parlementaires concernées par le système de la voiture salaire. Nous vous invitons également à une prochaine rencontre sur l'écosocialisme, notamment avec Michael Lowy jeudi prochain en soirée. Toutes les informations seront disponibles sur la page du mouvement Présence et Action culturelle. Voilà, un très grand merci et bonne journée à toutes et à tous.